Alors, je suis tombé depuis peu de temps sur Delphine Orviller et le livre qui sort chez Grasset depuis peu, Réflexions sur la question antisémite, qui est calqué en quelque sorte sur l'ouvrage de Sartre paru à la fin des années 40, Réflexions sur la question juive. Et à l'époque, j'avais en 65, j'avais fait un exposé à la fac de Assas, à Paris, sur ce sujet, sur ce livre. Alors, c'est ce qui m'a d'ailleurs permis d'entrer à Sciences Po l'année suivante. Et, si on peut dire, bon. Alors, Delphine Orviller, une femme rabbin, qui appartient au mouvement juif libéral de France, qui est un mouvement assez minoritaire en France et en général, et alors elle dit des choses intéressantes sur l'altérité, le juif étant l'autre, mais elle n'est pas la première à le dire. Et la moindre des choses, c'est quand même de signaler ceux qui l'ont dit avant elle. Moi-même, j'ai publié des articles dans notre revue, les cahiers du Sérige, il y a bien longtemps, sur cette altérité. Le juif, l'autre, c'est bien clair. Je serais aussi d'accord avec elle, si on peut dire, parce que je ne vois pas pourquoi je serais d'accord avec moi-même, puisqu'elle répète, même si elle n'a pas lu mes propos, en tout cas elle dit la même chose, et ça a été dit il y a longtemps déjà, je serais d'accord pour dire qu'une certaine forme d'anti-judaïsme correspond à un complexe d'infériorité. Parce que, quelque part, on est jaloux de ce que sont les juifs, de ce qu'ont eu les juifs, ne serait-ce que sur le plan religieux, mais pas seulement. Alors, à propos du mot anti-judaïsme, bon, Miller nous rappelle que le mot de juif n'est employé dans l'Ancien Testament que dans le livre d'Esther. Je crois que c'est un débat un peu bizarre, parce que finalement, que ça s'appelle comme ceci ou comme cela, justement, prenons le mot, puisqu'en plus, ça s'appelle question, la question antisémite et pas sur la question juive, alors, il faut savoir ce qu'on dit. Mais l'antijudaïsme, quand est-ce qu'il est né, l'antijudaïsme? Eh bien, il est né à propos de Judas, pas de Judas du Nouveau Testament, la tribu de Judas, Yehuda. La royauté juive est judaïque. Elle appartient à la tribu de Judas. Et quels sont les adversaires de la tribu de Judas? Du royaume de Judas. Parce qu'il y a un royaume de Judas qui se constitue peu de temps après la mort de Salomon. Du fait qu'il y a eu une sécession avec les territoires du Nord qui se sont rebellés contre la domination judaïque, si on peut dire. Mais c'était également des Hébreux. Donc qui faisaient partie du monde juif. Et donc, l'hostilité entre ces deux royaumes, le royaume d'Éphraïm, le royaume d'Israël, puisque le État d'Israël a pris le nom du royaume du Nord, 48, et non pas celui de la Judée, eh bien, il était en rapport conflictuel avec le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et là, on peut donc parler d'un premier anti-judaïsme très important. Pourquoi? Parce que, selon moi, il aura marqué l'écriture même, telle que nous la connaissons, de l'Ancien Testament, et notamment de la Genèse. Et pas seulement. L'affaire des frères jumeaux, des frères, Ésaü, Jacob, Isaac, Ismaël, Judas et Joseph, dans la fratrie des enfants de Jacob. Tout ça n'est pas du tout innocent. Et comme par hasard, c'est le deuxième fils qui l'emporte.
c'est Isaac qui l'emporte sur Ismaël, c'est Jacob qui l'emporte sur Ésaü, et d'une certaine manière, c'est Joseph qui a terminé le mot par rapport à Judas, puisque c'est lui qui devient un personnage très important en Égypte, et qui va recevoir, ça va être le début d'ailleurs de l'asservissement des Juifs, des Hébreux, en Égypte. Donc, l'Ancien Testament est déjà trafiqué par rapport à ce conflit entre les deux royaumes. Et dans le cas des prophètes, le livre des prophètes, qui est le deuxième volet de l'Ancien Testament, après celui du Pentateuque, on a aussi une conflictualité de ce type. Il est toujours question de quand est-ce qu'ils vont se réconcilier, quand est-ce que les deux royaumes vont se réconcilier. Et ça aussi, ça alimente de l'antijudaïsme. Autrement dit, cet antijudaïsme interne va servir par la suite un antijudaïsme externe. Et ça, Madame Orviller ne le dit pas. Et pourquoi elle ne le dit pas? Bon, je ne veux pas être désagréable ou misogyne, enfin ça. Mais, visiblement, elle a ses limites. Elle a ses limites. Elle nous parle d'interprétation. Elle n'a pas une approche critique très développée des textes. Chacun peut y interpréter comme il l'entend. Il y a une liberté d'interprétation. Et les mots n'ont pas forcément un sens précis. Elle raconte des blagues à ce sujet. Mais c'est tout à fait féminin cette façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit un texte, il y a deux solutions. Soit il a ce texte et il l'approche de façon critique, en disant mais qu'est-ce qu'il dit ce texte? Non, mais qu'est-ce qu'il dit vraiment ce texte? Ou bien, oh ben ce texte, voilà comment je vais le comprendre, comment je vais l'interpréter. Sans poser vraiment la question de ce qui dit le texte. Parce que finalement, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur le texte. Voilà plus ou moins ce qu'elle dit elle-même dans ses vidéos, dans ses interviews. J'appelle l'approche apologétique, c'est-à-dire, oui, bon, bah, le texte il est très bien comme il est, de toute façon, même quoi qu'il en soit, de toute façon, on peut le réinterpréter. Alors, vous comprenez, c'est pas la peine de se casser la tête à creuser, à décortiquer le texte, parce que de toute façon, on a toute liberté de l'interpréter comme on veut. Donc ça permet de ne pas trop se casser la tête là-dessus. De même que, par exemple, un interprète d'un concerto ou d'une sonate va dire oui, bon, c'est de tel et tel compositeur, mais moi, je lui ai apporté quelque chose, moi, je l'ai interprété d'une certaine manière qui m'est propre. Voyez-vous? C'est la problématique de l'interprète, c'est la problématique du traducteur. Et c'est une problématique ancillaire. C'est-à-dire, oui, ben voilà, bon, ben écoutez, je ne suis pas en mesure de revenir sur l'origine du texte, la cohérence du texte, mais on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà, comme ça. Mais c'est typiquement féminin. Alors donc, Madame Orviller nous parle donc effectivement de ce... Elle a tout un développement sur l'image féminine du juif, le Léon Blum qui ont été assimilés, traités de féminins, d'efféminés. Écoutez, chacun trouve midi à sa porte. Hein. Il est certain qu'on peut toujours trouver des arguments plus ou moins spécieux, plus ou moins spécifiques, particuliers, comme ça, qui vont dans ce sens. Bon, on sait ce qu'il en est des thèses. Hein. Bon. Et malgré tout, alors évidemment, quand elle est interviewée par une femme, Madame Orviller, là, ça vient, on est dans l'entre-soi féminin, évidemment. Et malgré tout, on ne peut pas nier la réalité. Alors on peut interpréter comme on veut, mais on ne peut pas nier la réalité. La réalité, c'est que les femmes jouent un rôle secondaire dans l'histoire de l'humanité. Comme une voiture joue un rôle secondaire, quelque part, voilà, ce sont par rapport à ceux qui l'utilisent. Bon. Il ne faut quand même pas tout mettre sur le même plan, dans le même sac. Alors
qu'il y ait de plus en plus quantitativement de femmes qu'on utilise, pourquoi pas? Il y a aussi des milliards de téléphones portables. Bon, et après, hein, c'est pas la quantité d'objets. On dirait, ah, mais la femme est-elle un objet? Ben, oui, quelque part, oui, elle est un objet. Elle a été créée, on voit dans le chapitre 2 ou 3 de la Genèse, voilà, comme un objet censé aider l'homme, Ézer, aider Adam en l'occurrence, si on prend le texte à la lettre. C'est un message fondamental. C'est inimaginable. Ce message, c'est un élément clé de tout le discours du Pentateuque. Il y a peut-être des choses complètement secondaires, mais ça, c'est un élément absolument fondamental. On nous rappelle, peu importe si ça a été, si on a inventé le contexte, si on a raconté un peu n'importe quoi, ce message-là, il est clé. Et il faut être complètement abscon pour ne pas comprendre son importance. Donc plus qu'il résonne totalement avec la réalité historique qu'on peut avoir constatée depuis des siècles et des siècles. C'est tout à fait en phase. Maintenant, on peut être dans la négation, dans le déni de la chose, en disant ah mais demain ça va changer, ah demain il y aura du progrès, et les choses seront plus comme avant. Je suis désolé, pour moi cette façon de fonctionner n'est pas recevable. Les choses continuent à être ce qu'elles sont, continueront à être ce qu'elles sont. Qu'il puisse y avoir de la corruption des textes, des fausses interprétations, des dénis, du négationnisme, ça personne ne... Des corruptions, certainement. Mais quand on a nettoyé tout cela, les faits restent les mêmes à travers les siècles. Si ce n'est qu'effectivement, il peut y avoir eu des mutations. Par exemple, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait une mutation de la pensée juive, de la présence juive au monde, à partir de la Renaissance. Mais ça, il y a un texte que Mme Orvilleur ne connaît même peut-être pas, c'est le chapitre 31 du livre de Jérémie, hein, qui nous dit bien qu'il y a un moment donné où il y aura un abandon des pratiques, des rituels, et que désormais, on aura ça en soi. Les Juifs auront cela gravé en eux-mêmes, et c'est rappelé dans le schéma Israël. Je vais graver en toi les commandements. Dans ce cas-là, le judaïsme libéral ou orthodoxe, il n'est pas du tout en phase avec Jérémie. Il continue l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, le drame du judaïsme libéral, c'est qu'il propose une évolution, mais il continue à lire les mêmes prières, avec des gens qui lisent l'hébreu sans comprendre le moindre mot de ce qu'ils lisent. Hein, je connais très bien les pratiques religieuses dans les synagogues libérales. Interrogez ces gens-là sur le sens des mots qu'ils prononcent, vous serez pas déçus. Donc finalement, on voit bien que on a là un judaïsme moribond, et qui en plus essaie de sauver la face en adoptant des idées progressistes, n'est-ce pas? Donc à la fois on est complètement dans l'archaïsme, et à la fois on est dans le progressisme social, etc. Bon, voilà cette espèce de jeu. Effectivement, et c'est vrai que cette formule est heureuse, l'anti-judaïsme, l'antisémitisme n'est pas un racisme comme les autres, c'est évident. Parce que les juifs sont, et je crois que c'est cela sur ce point que je terminerai, les juifs ont un rôle à jouer fondamental, il ne s'agit pas de nier ce rôle, mais il faut l'assumer. Donc quand on commence à nier que les femmes ne sont pas les hommes et qu'elles n'ont pas la même forme d'intelligence et le même rôle, eh bien, à ce moment-là, on peut s'amuser à nier n'importe quoi. À commencer par dire, finalement, si je demandais à Mme Orviller quelle est la place des Juifs dans le monde de demain, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'elle est cette place? Est-ce qu'elle va dire, ah ben les Juifs ont un rôle central à jouer? Non. Parce que si elle disait cela, ce serait une façon de dire aussi que les hommes ont un rôle central à jouer. Et finalement, comme elle est femme, elle
elle est finalement, et ça peut être un paradoxe, elle est du côté des antisémites. Elle est du côté de ceux qui sont jaloux. Et elle ne se rend pas compte, et là je vais la psychanalyser, elle ne se rend pas compte que les revendications des femmes par rapport aux juifs sont les revendications des non-juifs par rapport aux juifs. Il dit, mais pourquoi eux ils ont ça et pourquoi pas nous? Elle ne se rend pas compte de cette contradiction fondamentale. Et c'est assez pathétique.